Laurent Bernier se défend et joue la carte de la transparence sur la gestion des comptes de la collectivité. Le maire de la ville de Saint-François s'explique sur les faits qui lui sont reprochés par la Chambre régionale des comptes et dément les rumeurs. Il a aussi écarté l'idée d'augmenter les impôts. La communauté d'agglomération La Riviera du Levant donne un coup de pouce aux créateurs d'entreprises. Grâce à un partenariat signé avec la BGE Guadeloupe-Île du Nord, les aspirants entrepreneurs résidant sur ce territoire peuvent bénéficier d'un accompagnement pour bâtir leur projet. Le Race for Water présenté aux écoliers ce matin. Des élèves du collège Joseph Pita ont pu visiter ce catamaran unique au monde. Une initiative du conseil départemental pour sensibiliser les jeunes générations à la lutte contre la pollution des océans. Et connaissez-vous la Brain Gym, la gym du cerveau? Un exercice inventé aux États-Unis pour stimuler les fonctions cérébrales qui facilitent le processus d'apprentissage. Cette approche éducative était présentée ce matin à l'école Montessori de Saint-Félix à Gosier. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts à la ville de Saint-François, a affirmé ce matin Laurent Bernier. Face aux rumeurs et aux accusations qui pleuvent sur lui depuis la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes qui fait état d'un déficit de plus de 6 millions d'euros, le maire de la ville de Saint-François a choisi de jouer la carte de la transparence. Ce matin, celui-ci avait convié la presse pour une séance de fact-checking, traduisait une vérification des faits. Comment celui-ci justifie-t-il ce déficit? Voyons le décodage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. 6 millions d'euros, c'est notre chiffre du jour. Selon un rapport de la Chambre des comptes, la ville de Saint-François serait déficitaire, une somme que ne réfute pas la municipalité. Il n'est pas question de contester l'avis qui a été rendu. Et les recommandations ne seront pas suivies aveuglément. Il s'agit donc d'expliquer les raisons pour lesquelles la situation est celle-ci. Elle a une base, elle a une histoire, et puis elle a un prolongement. C'est le redressement à travers des recettes, des ressources saint-franciscaines qui sont existantes et qui feront la démonstration que sur un budget de 40 millions d'euros, avoir un déficit du budget général de 5 millions et du golfe d'1 million n'est rien d'autre qu'une situation qui peut être améliorée, qui doit être améliorée, elle le sera. Même si nous sommes partis avec un handicap d'un emprunt de 12 millions d'euros et qu'il reste à payer 5 millions d'euros de dette, nous assumons tout. Mais avant de parler d'augmentation, il s'agit d'optimiser la base fiscale, l'assiette fiscale et de voir ce que cela nous rapportera sur les exercices futurs. Autre point soulevé par la Chambre des comptes, les charges dissimulées des agents de la collectivité. La municipalité réfute en revanche ces accusations, notamment concernant la période de ces titularisations. Il y a le propos, effectivement, la CRC précise qu'il y a eu un plan de titularisation de 91 agents. Là-dessus, il n'y a pas de contestation de la municipalité. Oui, c'est vrai, il y a eu 91 agents qui ont été intégrés dans la fonction publique territoriale. Cela a été fait sur plusieurs années. Depuis 2010 jusqu'à 2017, c'est progressivement que la collectivité a accepté, a décidé d'intégrer par vague de 15-20 agents du personnel qui était dans une situation de précarité, c'est-à-dire du personnel qui était dans des situations de contrat qui étaient renouvelés sans cesse, tous les 6 mois. Alors évidemment, lorsqu'on rémunère un contractuel, un non titulaire, il n'y a pas l'indemnité de 40% de vie chère et donc ça coûte moins cher. Lorsque vous les intégrez, ça coûte plus cher et donc effectivement cela se traduit dans le chapitre 012, le chapitre relatif aux charges de personnel. Avec un budget de 40 millions d'euros et des compétences déléguées à la CARL, telles que la gestion des déchets et l'office du tourisme, la municipalité se dit confiante quant à la régularisation de son déficit et au rééquilibrage des finances de Saint-François. Et tandis que de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer la création d'un syndicat unique de l'eau, lui adopte une autre position. Pour notre invité, il n'est point besoin de cette structure pour agir tout de suite. Il suffirait de désigner un délégué national chargé de restaurer le service public de l'eau en Guadeloupe pour en finir une bonne fois pour toutes avec les coupures d'eau. Harry Durimel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez adopté, on l'a bien compris, une position, je dirais plutôt d'anti-Olivier Servat, qui est pour la création unique, d'une structure unique de l'eau pour régler ce problème. La création de cette structure, pour vous, n'est pas la panacée. Cette idée est-elle, selon vous, une tentative de propagande politicienne?
Non, le problème de l'eau est trop sérieux pour que moi je puisse exprimer ma position par rapport à ce qu'a dit Olivier ou autre. Moi je pense que lui il l'a dit, beaucoup d'autres ont dit. Ce qu'il est important de retenir, c'est que dans beaucoup de foyers en Guadeloupe, on n'a de l'eau que 5 ou 6 jours par mois. Donc face à une telle situation qui dure depuis une vingtaine d'années et où il est planifié de résorber les fuites depuis plus de 20 ans, nous pensons aujourd'hui que ce n'est pas un problème de statut, si un problème de nature de la personne morale qui gère l'eau, qui fait qu'on n'a pas d'eau. Il faut maintenant une volonté politique. Elle a du mal à s'exprimer de façon harmonieuse puisque chacun a ses préoccupations, a ses visées, a ses plans électoraux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait une force qui coordonne tout ça. Or, c'est l'État, dans toute démocratie, où se situe la force régalienne. C'est l'État qui l'a. Donc, l'État peut mettre tout le monde d'accord. Harry Durimel, vous réclamez donc la désignation d'un délégué national qui serait chargé de restaurer, de chapeauter tous les élus, mais ce n'est pas de la compétence de l'État de gérer l'eau. Comment une telle requête peut-elle être entendue au niveau du gouvernement et appliquée? Écoutez, l'eau est définie par le Code de l'environnement comme étant le bien commun. L'eau, et parce que c'est le bien commun et que ça répond à l'intérêt général, l'eau relève aussi de la compétence de l'État. Les communes, les régions et autres ne sont que des démembrements de l'État. Donc l'État, lorsqu'il y a des carences au niveau communal, la loi prévoit que le préfet peut se substituer au maire lorsque le maire ne prend pas les décisions qui s'imposent dans des domaines de la gestion communale. Donc l'État a déjà eu l'occasion de renvoyer dans les choux les élus locaux en leur disant « écoutez, c'est à vous de le régler ». Mais nous disons que comme ils ne le règlent pas, si c'était en Île-de-France ou en Bretagne qu'on restait 20 jours, 30 jours sans eau, nul doute que l'État aurait déjà joué son rôle d'autorité primaire, d'autorité principale, et imposerait aux élus de mettre sur la table les financements dont chacun dit qu'il veut mettre au pot sa part. Donc, c'est ce qu'on demande. On demande qu'il y ait un délégué général, un haut fonctionnaire qui soit chargé avec un délai, une année, de venir en Guadeloupe, de faire le tour de la situation, puisqu'on me dit que le bilan existe et qu'on sait l'état du réseau. Qu'il faudra à peu près 1 milliard d'euros pour restaurer. On entend de tout et n'importe quoi, d'accord? Chacun dit un montant exorbitant pour ne rien faire. Donc l'État ferait l'inventaire des financements disponibles et l'État ferait aussi la planification. Et s'il faut créer, pour les besoins des travaux, une instance qui serait propriétaire des réseaux, ça n'empêche que les établissements publics de coopération intercommunale, les fameuses EPCI, peuvent continuer à exister. Moi, je ne veux pas, à l'heure où on n'a pas d'eau, aller tenter de soulever un lièvre, soulever un problème qui est énorme, parce que faire fusionner, la fusion-absorption qu'on nous suggère en 2 phrases, qui consiste à faire disparaître des établissements publics de coopération intercommunale et de les faire devenir un, ça va nous prendre beaucoup de temps, parce que si vous lisez dans le Code général des collectivités locales la procédure qu'il faut mettre en branle pour que des EPCI disparaissent pour redevenir autre chose, eh bien, on y sera encore en 2019 ou en 2020 avant de commencer les travaux. Nous disons qu'aujourd'hui, nous voulons de l'eau, nous usagers, parce que moi, personnellement, dans ce dossier, j'interviens surtout en tant qu'usager, parce que je suis un élu isolé qui n'a pas de majorité, donc je ne peux rien imposer. Par contre, en tant que citoyen qui subit, puisque j'ai pas eu d'eau à Noël, un jour de l'an, et j'en ai pas en ce moment, vous voyez, il m'arrive de rester 1 mois sans eau. Donc, je considère qu'on a un tel état d'urgence que parler de syndicat unique à tue-tête depuis que quelques jours... C'est du verbiage? Pour moi, c'est un raccourci, pour ne rien dire, c'est du verbiage. Puisque ça transparaît, puisque quand on essaie de faire croire aux Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau parce que les présidents sont méchants et qu'il y en a un particulièrement qui est méchant, on voit tout de suite transparaître les élections municipales de 2021. Il y en a marre que ce problème-là soit parasité par les perspectives politiques des abîmes et l'ambition démesurée des uns et des autres. Donc nous disons, arrêtez de se moquer de nous, parce que le problème est grave. C'est pour ça que nous disons, le seul organe qui soit au-dessus des contingences électoralistes, c'est l'État. L'État n'est pas en campagne. On le comprend, il faut agir vite. La population guadeloupéenne est en souffrance un petit peu partout. Où en est votre action? Eh bien, nous avons prévu, le 20 janvier, de rassembler tous les collectifs, tous les usagers,
tous les syndicats, tous ceux qui veulent s'associer pour qu'ensemble nous fassions entendre que ça suffit, le 20 janvier au gymnase de Goyave, nous appelons tous les Guadeloupéens qui veulent de l'eau à venir à 4 heures, samedi après-midi 20 janvier, et à partir du 20 janvier, je vous promets qu'on aura de l'eau. Je vous promets qu'on aura de l'eau. Vous envisagez également de mener d'autres combats sur le terrain et devant les tribunaux. Quelle forme prendraient ces luttes de façon concrète? L'eau est un service public. 3 caractéristiques du service public, la continuité, l'égalité et l'adaptabilité. Les élus, aujourd'hui, transgressent cette loi qui veut qu'un service public doit servir en continu. Donc nous pouvons faire que tous les usagers s'adressent à leur maire pour demander qu'il respecte cela. Et quand il aura refusé, nous irons au tribunal. Nous allons demander que les factures que nous payons, les abonnements que nous payons soient honorés. Et lorsqu'on commencera à les condamner commune par commune, si on les condamne à payer 10 à 20 000 euros de dommages-intérêts à chaque usager d'eau, eh bien là, j'y comprendront parce qu'on va les frapper au portefeuille. Harry Durimel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. L'appel a été lancé pour le 20 janvier. Nous partons maintenant pour la Guyane où les autorités sanitaires sont sur le qui-vive. L'épidémie de grippe qui sévit dans l'Hexagone, qui a déjà tué au moins 30 personnes, est arrivée sur le territoire. Selon les informations de Santé publique France, cette souche peu connue par le système immunitaire des jeunes personnes s'avère plus mortelle pour cette catégorie d'âge. Raison supplémentaire pour apprendre à s'en prémunir. On regarde le reportage de Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Dans ce bureau, le constat est clair depuis déjà quelques jours. La Guyane est dorénavant en épidémie de grippe. Cette situation est suivie depuis déjà plusieurs mois par les agents de la santé publique du bureau de la CIR, la cellule d'intervention en région. On est passé en phase pré-épidémique depuis début décembre et on a déclenché l'épidémie à partir de la semaine 52 puisqu'on voit nettement une augmentation qui revient. On approche les 500 consultations en semaine 52. Donc ça c'est une estimation, parce qu'on n'a pas le nombre exact de consultations, ça reste une estimation. Mais dans ce cas-là, ça veut vraiment dire que l'activité est en train d'augmenter et donc ça devient important et qu'on peut déclencher l'épidémie. Après là, on est en début d'épidémie et on ne peut pas du tout dire quelle va être l'évolution dans les prochaines semaines, quand est-ce qu'on va atteindre le pic épidémique, ni quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter l'épidémie. Ces chiffres représentent le nombre de personnes diagnostiquées dans tout le département. La majorité des cas restent présents sur le littoral guyanais. Si on regarde les passages aux urgences, et donc on remarque que les passages aux urgences au char en semaine 52, donc des premières semaines d'épidémie, c'était relativement faible. Par contre, effectivement, on se rend compte qu'à Kourou, il y a quand même une augmentation sur le mois de décembre avec 10 passages pour la semaine 52, ce qui commence à faire quand même une bonne activité pour le service. Face à la grippe, des gestes simples, tels que se laver la main souvent, mais une autre possibilité existe, celle du vaccin antigrippal. Généralement recommandé pour les personnes à la santé fragile et pour qui il est gratuit, il est aussi possible pour tout un chacun de se vacciner contre le virus de la grippe. Pour simplifier, c'est les personnes au-dessus de 65 ans, les personnes qui souffrent des maladies chroniques qui sont listées par l'assurance maladie, les femmes enceintes quel que soit le trimestre, des publics particuliers qui peuvent être en contact, eux, avec des personnes qui sont fragiles. Et ces vaccins, en fait, comme tout vaccin, il a le rôle de stimuler notre système immunitaire. Donc, notre système immunitaire va pouvoir produire des anticorps qui donc, vont nous protéger. Quand on est exposé ensuite au virus qui circule dans la nature, notre système immunitaire est déjà entraîné, entre guillemets, connaît déjà le virus, donc il va pouvoir réagir de façon plus efficace en évitant la maladie. Si l'épidémie n'en est qu'à ses débuts, il est important de bien se protéger. Le vaccin, lui, n'est possible que jusqu'au 31 janvier 2018. Et le gouvernement envisage de limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires à compter du 1er juillet 2018. L'objectif est de faire chuter ainsi la mortalité sur les routes. Êtes-vous favorable à cette décision et pensez-vous qu'elle soit de nature à être efficace? On écoute vos avis recueillis par Anne-Elisabeth Artsen et par Moïse Dexter. Pas forcément, parce qu'il faut quand même une prise de conscience, donc du coup ça ne changera pas forcément grand-chose. Ah, je pense pas. Les gens ont l'habitude de circuler vite. Je pense pas. Je pense pas du tout. 90 à 80, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. La cote des accidents, c'est pas seulement dû à ça. Hein. Ça a dû à d'autres choses aussi. Oui, parce qu'il y a trop d'accidents. Donc ça serait bien. Dans un sens, c'est bien de baisser la vitesse. Mais après, bon, il faut refaire quand même l'état des routes parce qu'il y a quelques trous, la signalisation mérite d'être faite. On peut baisser la vitesse, ils vont toujours la même vitesse. Si vous baissez 90, 80, ils vont rouler à 70.
Ça sert à rien. Ouais, j'ai pas de sous pour payer les contraventions. Alors j'obéis. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est toujours pressé. Déjà, je ne conduis pas souvent. Je vais après taper très rarement. Alors, ça ne me gêne pas. Non, pas du tout, mais il y en a toujours qui vont dépasser. Hein. On verra. Un petit peu, peut-être. Non, je ne pense pas. C'est pas ça qui va baisser. Ça passe à rien. Quelqu'un a limité la vitesse là. Il aurait dit 80, mais nous, qui a plus que 80. Et la preuve, c'est que 88, il fait 120, 130. Mais c'est quand ça passe à rien. Au contraire, ces bouchons-là, il va mettre une piste bouchon. Ah, je ne suis pas certain que ça va faire moins d'accidents sur les routes. Par contre, ici en Guadeloupe, en fait, on ne peut pas vraiment rouler à plus de 80 km/h. Regarde, les embouteillages. C'est vrai. Et dans le reste de l'actualité, la proposition de loi du député Serge Letchimy pour faciliter la sortie de l'indivision a été adoptée cet après-midi par la commission des lois à l'unanimité. Il s'agirait d'accorder la possibilité, l'autorisation de vendre un bien en indivision dès l'accord de la majorité des ayants droit contre la totalité obligatoire à l'heure actuelle. Le texte sera débattu en séance publique dès la semaine prochaine avec l'appui de la majorité. Serge Letchimy a bon espoir de faire adopter cette loi. On écoute d'ailleurs sa réaction, suivie de celle d'Olivier Servat, des propos recueillis par notre correspondant d'ATV Paris, Éric Dupuis. En indivision, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces terrains. Ces terrains sont là, donc on ne les utilise pas. Et si personne ne s'en occupe, ça fait pourri, zèbre, phaétol, rat, moustique, danger, squat, insécurité, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas possible. Ce texte devrait permettre de débloquer les situations pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il ne s'agit pas d'avoir une proposition de loi qui aboutirait uniquement à la vente des terrains indivis, mais il faut aussi pouvoir permettre le partage entre les co-indivisaires pour que le patrimoine ne sorte pas en dehors de la famille. Nous émettons un certain nombre de réserves sur notamment celui qui doit aller en justice, et ce sont les majoritaires ou le groupe minoritaire. Donc il y a un certain nombre de problématiques encore, la constitutionnalité, la possibilité d'adapter dans le cadre de l'article 73 de la Constitution cette loi-là. Donc il y a encore pas mal de blocage à surmonter, mais en tout cas l'idée est bonne, nous la soutenons. Et puis à Gosier, les porteurs de projets résidant sur le territoire de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant avaient tous rendez-vous ce matin à la mairie du Gosier. La collectivité les avait conviés pour participer à une formation pour se préparer à leur futur métier de chef d'entreprise. Un accompagnement rendu possible grâce au partenariat signé avec la BGE Guadeloupe Île du Nord. Reportage Yvan Lemar. Grâce à ce partenariat avec la BGE, 60 porteurs de projets de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant pourront bénéficier d'une formation pour créer leur entreprise. Le programme avec la communauté de la Riviera du Levant, c'est une formation sur 6 jours, 6 journées durant lesquelles on aborde des thèmes différents par ordre chronologique, le lancement, la politique marketing communication, la nécessité de maîtriser la comptabilité gestion, la RH. Demain je recrute, qu'est-ce que ça implique? Le choix du statut juridique par rapport à sa situation personnelle et à l'activité. Et à la fin, le lancement, revalider un petit peu les choses importantes et également leur donner accès à un outil de business plan pour que les porteurs de projets puissent déjà mettre en idée tout ce qu'ils auront vu par rapport à leur projet. Cette matinée est la première étape de différentes actions prévues par ce partenariat. Le partenariat effectivement avec la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, c'est d'apporter une première action de soutien aux créateurs d'activités. On peut créer soit entrepreneur individuel ou sous forme de société. Et il y a une deuxième action qui est plus ciblée pour les jeunes et l'économie sociale et solidaire, puisque le secteur de l'ESS mérite à être plus connu en Guadeloupe. C'est un secteur d'avenir, notamment tourné vers les activités durables, les activités reconnues d'utilité sociale et solidaire. Et donc on a voulu développer un programme spécifique pour inciter notamment les jeunes à se tourner vers ce secteur porteur d'avenir. La formation intitulée « Aujourd'hui j'entreprends avec la CARL » se déroulera du 12 au 22 janvier. L'action consacrée aux jeunes est prévue à partir de février. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Les jeunes du collège Joseph Pita sensibilisés à la lutte contre la pollution des océans. Et puis vous découvrirez la Brain Gym, une gymnastique du cerveau pour améliorer ses capacités d'apprentissage. Mais avant, les sols, vous le savez, ont démarré ce matin
En Martinique, une enseigne a choisi cette période pour organiser une liquidation totale avant fermeture. Reportage Anaïs Gall. Pour dénicher les meilleurs articles, il faut surtout faire preuve de patience. D'abord une première file d'attente pour accéder à la boutique et une fois la sélection terminée, refaire la queue avant le passage en caisse. Je regarde ma montre, ça fait déjà plus de 4 heures. Et ça vaut le coup? Oui, surtout pour les baskets. Quand vous voyez la queue là qui commence pour les caisses, vous n'êtes pas découragé? Un peu, on va dire, mais bon, j'essaye de faire avec. 3 heures de temps, à peu près, 3h30 à peu près, ouais, voilà. Et ça vaut le coup? Ça valait le coup, je ne sais pas si c'est le mot, mais bon, j'ai pas le choix, j'ai commencé, donc je finis. Dans les rayons des pièces bradées jusqu'à moins 70%, où il faut parfois fouiller pour trouver son bonheur. Je cherche encore, mais c'est pas facile à trouver quand même. Comme c'est plutôt mélangé les chaussures, donc c'est difficile. Ouverte depuis près de 8 ans, jamais l'enseigne n'avait connu un tel succès. Pourtant ce sera le dernier, car le magasin ferme ses portes le mois prochain. Pour toute l'équipe, la liquidation totale est une dernière occasion de travailler ensemble. Les circonstances sont un peu difficiles, mais en même temps, là, on a fermé une semaine juste après les fêtes pour bien préparer. On savait qu'il y aurait du monde. Donc ça a motivé quand même l'équipe, parce que quand il y a des clients, on est content. Donc forcément, ça nous a motivés. Et là, voir le monde qu'il y a, ça nous fait plaisir quand même. On rend quand même des clients heureux. À Fort-de-France aussi, certaines boutiques affichent des réductions sur leurs produits. 3 mois après les dernières soldes en Martinique, les enseignes sont de plus en plus nombreuses à se greffer à l'opération nationale, à la grande satisfaction des clients. C'est une très bonne chose déjà pour nous, parce qu'on en profite. Et puis on a l'occasion, pourquoi pas, de changer éventuellement de chaussures, pourquoi pas, pour voir les choses nouvelles. Je fais des repérages et puis si je trouve quelque chose à mon goût, je l'achète. Certains commerçants y voient l'occasion de renouveler leur ligne. L'idée, au fait, c'est d'écouler, de faire de la place justement pour liquider les anciennes collections. D'autres, en revanche, choisissent de rester en retrait, jugeant la période inadaptée. En octobre-novembre, nous avons fait des promotions avec des soldes. Et là, c'est la collection du décembre qui peut servir toute l'année pour nous. Toute l'année, on est en été. C'est pas la même chose que la métropole. Ici, pas de soldes d'hiver, mais des réductions quand même. Une bonne excuse pour renouveler sa garde-robe et bien débuter l'année. Et en Guadeloupe, des élèves d'une classe de 6e du collège Joseph Pita embarquaient ce matin à bord du Race for Water. Une visite organisée par le conseil départemental pour éveiller très tôt les consciences à la problématique de la pollution des océans. Le reportage est signé Yvan Lemar. Durant cette matinée, les élèves ont pu découvrir le fonctionnement du bateau et les enjeux de la mission du Race for Water. Le navire Race for Water, c'est en particulier une superbe plateforme pédagogique. On a décidé pendant toute notre odyssée qui va durer 5 années, à chaque escale d'accueillir un maximum d'élèves à bord avec une exposition qui leur permet de se rendre compte de l'importance de l'océan pour la vie, pour la préservation de la vie de l'espèce humaine, mais également de toutes les espèces sur Terre, et surtout de les sensibiliser au problème qui est pour nous majeur pour les océans aujourd'hui, c'est-à-dire la pollution plastique des océans. On a à cœur que chaque personne qui monte à bord de ce bateau reparte avec des gestes qu'ils peuvent faire eux-mêmes à la maison, mais on a aussi à cœur de leur montrer que chacun doit faire sa part, que ce soit les décideurs politiques, que ce soit les entreprises, les industriels, les producteurs de plastique, et que si tout le monde agit à son niveau, à son échelle, et on arrivera à combattre ce fléau du XXIe siècle. Durant cette visite, les élèves ont pu poser des questions pour mieux comprendre l'impact des déchets plastiques et comment préserver les océans. J'ai appris qu'il ne faut pas jeter les déchets comme ça, qu'il faut les recycler et que sinon on peut faire mourir plein d'animaux. J'ai appris plein de choses sur les recyclages, qu'on peut refabriquer quelque chose avec, que le bateau, il y a des panneaux solaires, que si grâce au soleil que ça peut avancer et que ça peut se stocker en bas pour que lorsqu'il n'y a pas de soleil, la nuit, qu'il puisse naviguer. J'ai retenu qu'il faut protéger l'environnement, les océans, de ne pas laisser tomber du plastique pour ne pas polluer l'océan et surtout pour l'environnement et pour pas que certains animaux marins meurent. J'ai retenu
qu'il y a des espèces qui vivent dans l'eau et que par exemple les tortues, on lâche des sachets dans l'eau et qu'après les tortues, elles mangent les sachets, qu'après elles meurent parce qu'elles croient que c'est des méduses. Non, par exemple, je le mettrai dans la poubelle parce que vu que je viens de voir ce qui se passe, donc je vais, au lieu de le jeter à terre, même si je ne l'ai pas encore fait, mais je le mettrai dans la poubelle et je vais commencer et je vais le dire à d'autres personnes. Cette visite s'inscrit dans un programme d'action lancé par le département Guadeloupe. Nous avons en charge la gestion des collégiens et naturellement ils sont, ils travaillent sur les sujets de la transition écologique. Et le conseil départemental, dans le cadre de sa campagne éducation à l'environnement et au développement durable, fait en sorte que les collégiens soient au maximum associés à ce type de démonstration. Le Race for Water restera en Guadeloupe jusqu'au 31 janvier prochain. La visite d'une quinzaine de classes est programmée avant son départ. En 2017, le bateau a accueilli plus de 1000 élèves. Connaissez-vous la Brain Gym, la gym du cerveau? Cet exercice inventé aux États-Unis permettrait de stimuler les fonctions cérébrales qui facilitent le processus d'apprentissage. Une approche éducative présentée ce matin à l'école Montessori de Saint-Félix-à-Gosier. Reportage Anne-Elisabeth Artsel, Moïse Dexter. Développé par le docteur Paul Denison aux États-Unis, le Brain Gym est une approche éducative qui permet de développer sa capacité d'apprentissage grâce à une série de mouvements bien définis, dont ces 4 présentés ce matin par Isabelle Doma. Des mouvements pris dans le yoga, dans plein de pratiques, comment ces mouvements pouvaient avoir un impact sur les apprentissages. Alors ces 4 mouvements, donc qu'on appelle le CAP, le premier étant de boire de l'eau, le second étant de stimuler des points qu'on appellera les points du cerveau, le troisième étant de faire des mouvements croisés pour être plus actifs, et la 4e activité sont les contacts croisés qui vont permettre d'être positifs. Il y a les novices comme Fela et les habitués comme Valérie, qui connaît bien la méthode. Le Brain Gym, c'est pas quelque chose que je découvre, c'est quelque chose que je connaissais déjà. Et c'était connaître en fait son approche. Les exercices de pratique qu'elle a fait avec nous m'ont permis de confirmer ce que je savais déjà, mais surtout, et surtout après la séance, on se sent détendu, vidé et en pleine conscience de qui on est. Mais c'est surtout s'accorder, comme elle disait, du temps pour nous, même 5 minutes, et c'est surtout apprendre et transmettre cet héritage à nos enfants. Comme je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans, donc moi je m'intéresse à tout ce qui est apprentissage et je fais déjà beaucoup de méditation, de relaxation et je sais que ça apporte toujours en plus. Donc je me suis dit que je me renseigne pour apporter des solutions à ma fille. Chaque mouvement a des bénéfices spécifiques sur les compétences d'apprentissage et peut être pratiqué de préférence le matin ou le soir ou tout juste avant d'entamer une activité. Le Brain Gym s'adresse donc à tous, des petits aux grands enfants. Et puis une information pour les grands, hein. Soyez patients, en tout cas si vous habitez dans la commune des Abîmes et celle de Goyave, des coupures d'eau sont prévues demain dès 18h avec un retour à la normale prévu le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'Hyper-Casino de Desmarais à Master de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Demain, votre magazine Nouvelle Semaine va titrer sur la collectivité, la question de la collectivité unique qui revient au cœur des débats. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 10 janvier. Nous l'avons vu ce soir, Laurent Bernier se défend et joue la carte de la transparence sur la gestion des comptes de la collectivité. Le maire de la ville de Saint-François s'est expliqué sur les faits qui lui sont reprochés par la Chambre régionale des comptes et a démenti les rumeurs et écarté surtout l'idée d'augmenter les impôts. Et puis la communauté d'agglomération La Riviera du Levant donne un coup de pouce aux créateurs d'entreprises. Grâce à un partenariat signé avec la BGE Guadeloupe-Île-du-Nord, les aspirants entrepreneurs résidant sur ce territoire peuvent bénéficier d'un accompagnement pour bâtir leur projet. Le Race for Water était présenté aujourd'hui aux écoliers, aux élèves de 6e du collège Joseph Pita qui ont pu visiter ce catamaran unique au monde, une initiative du conseil départemental pour sensibiliser les jeunes générations à la lutte contre la pollution des océans. Et puis découverte ce soir de la Brain Gym, la gymnastique du cerveau, un exercice inventé aux États-Unis pour stimuler les fonctions cérébrales qui facilite le processus d'apprentissage. Cette approche éducative était présentée à l'école de Montessori à Saint-Félix à Gosier.
Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une belle soirée, une très belle soirée. On se retrouve demain à 18h47 sur ATV Guadeloupe.